On est là ce soir pour un grand événement, pour parler certes de Louis-Napoléon Bonaparte et Guillaume-Henri Dufour, histoire d'une longue amitié de près de 50 ans, mais c'est surtout hier soir qu'ont été publiées en ligne les lettres de Louis-Napoléon Bonaparte à Dufour, sachant que l'inverse, c'est-à-dire toute la correspondance de Dufour à Napoléon III, a disparu dans l'incendie des Tuileries lors de la Commune de Paris en mai 1871. Alors voilà, et je passe tout de suite la parole à Christina Egli. Et bonsoir à tout le monde, je suis ravie d'être de nouveau ici parce que j'étais déjà venue il y a quelques années pour un 14 juillet. Et donc je vais vous parler maintenant de Louis-Napoléon Bonaparte et de Guillaume-Henri Dufour, de cette amitié qui a duré presque 50 ans. Les hasards de l'histoire. L'un est né à Constance, mais à l'époque c'était le duché de l'Autriche antérieure. L'autre y a vécu, enfin à proximité, mais à l'époque c'était le grand-duché de Bade. L'un c'était bien sûr Guillaume-Henri Dufour, l'autre c'était Charles-Louis-Napoléon Bonaparte. Et vraiment ce qui les a unis, c'est cette amitié qui a duré presque 50 ans. Mais avant de continuer, je voudrais juste dire 3 mots sur les personnes. Bon, je ne vais pas faire une biographie de Guillaume-Henri Dufour, vous le connaissez, je pense, assez bien. Il est né le 15 septembre 1787, justement à Constance, plus précisément dans une rue qui s'appelait à l'époque la Plattengasse, au numéro 756. Aujourd'hui, c'est la Westenbergstraße, le numéro 14. Il est le fils de Bénédicte Dufour et de Pernette Valentin, tous deux originaires de Genève. Mais comment ça se fait qu'un Genevois puisse naître à Constance? Depuis juillet 1785, il y avait une colonie genevoise, genevoise, il n'y avait pas que des Genevois, qui s'étaient installés à Constance. Parce qu'à Genève, face aux aristocrates, il y avait ceux qu'on appelait aussi les natifs. Et bien qu'originaires de Genève, ils n'avaient ni le droit de citer, ni le droit de voter. Et donc la situation n'avait fait que dégénérer, et il y avait eu de violentes émeutes, et ceux qui avaient participé à ces émeutes pour se protéger avaient préféré donc quitter Genève et partir à l'étranger, c'est-à-dire à Paris, à Bruxelles, à Constance, mais aussi en Irlande. Et parmi ces réfugiés politiques irlandais, il y avait justement Bénédicte et Pernette Dufour. Mais eux se sont mariés à Waterford, en Irlande, le 28 février 1784. D'ailleurs, les Genevois qui s'étaient installés là avaient l'intention de fonder une New Geneva dans le comté de Waterford. Et c'est là où ils s'étaient installés. Mais les espoirs économiques pour les deux Dufour, ce n'était pas ce qu'ils escomptaient et on leur a proposé d'aller à Constance et donc c'est ce qu'ils ont fait. La maison zum Falken, au Faucon, dans laquelle ils ont emménagé, appartenait au fondeur d'étain Joseph Herder. Et c'est dans cette maison qu'est né le premier enfant du couple, donc Guillaume-Henri. Et il y a encore une plaque qui rappelle cet événement. Lieu de naissance du général fédéral Guillaume-Henri Dufour, né le 15 septembre 1787, décédé au Contamine près de Genève le 14 juillet 1785. Dans la ville catholique de Constance, les réformés genevois jouissaient de la liberté de culte. Ils pouvaient avoir leur propre pasteur. Et de 1786 à 1790, Esaïe Gasque occupait cette fonction. Et c'est lui qui a baptisé Dufour le 7 octobre 1787, comme mentionné dans le registre des baptêmes de l'Église réformée. Le 7e octobre, le susdit pasteur, donc Esaïe Gasque, a baptisé dans la susdite église Henri, fils de Bénédicte Dufour, membre de la colonie, et de Pernette Valentin, son épouse, né à Constance le 15e de septembre et présenté au Saint-Baptême par Guillaume-Henri Valentin et Henriette Valentin. Les parents étaient l'oncle et la tante du côté maternel du nouveau-né.
Les actes de naissance des enfants de cette colonie genevoise née à Constance ont été retranscrits dans les registres des baptêmes de Genève au retour de ces exilés. Et Isaïe Casques a ajouté le prénom Guillaume dans la marge le 28 janvier 1804 avec la mention « Approuver le mot Guillaume, lequel avait été omis », signé Gasque. Selon Dufour lui-même, c'est son père qui aurait rajouté ce prénom alors qu'il avait 15 ans, car il y avait déjà 3 Henri Dufour à Genève. La littérature sur Dufour indique également que la décision de Bénédicte Dufour repose sur le fait que son père s'appelait Guillaume Henri. Mais si on regarde bien, le parrain s'appelait aussi Guillaume Henri. Donc on a tout un tas de possibilités pour rajouter ce prénom au prénom initial de Henri Dufour. J'ai même rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, je parlais de Guillaume Henri Dufour, il me fait « c'est qui ?» J'ai fait « ouais mais quand même tu devrais le connaître. » Ah, moi je connais que Henri Dufour. J'ai été étonnée, mais bon, c'est comme ça. La famille Dufour n'est pas restée très longtemps à Constance. La situation politique s'étant calmée à Genève, ils ont pu retourner dans leur ville d'origine en 1789. Et ce n'est que des décennies plus tard que Guillaume Henri reviendra à Constance. Maintenant, on va passer à l'autre personne, Louis-Napoléon Bonaparte. Il est né le 20 avril 1808 à Paris. Il est le fils de Louis Bonaparte, un jeune frère de Napoléon Ier, et de son épouse Hortense de Beauharnais, qui elle-même était la fille d'un premier mariage de l'impératrice Joséphine. En 1806, tous deux avaient été nommés roi et reine de Hollande. Le jeune Louis, comme on l'appelait communément, avait un frère aîné qui avait 4 ans de plus que lui, Napoléon Louis. Il faut s'y retrouver dans la famille entre les Louis-Napoléon et les Napoléon-Louis. Mais enfin, ça demande beaucoup de patience, mais on y arrive. À partir de 1810, ils grandissaient sans leur père, qui était parti s'installer en Italie, mais ils étaient auprès de leur mère et de leur grand-mère maternelle à Paris. Et tout à coup, les événements vont se précipiter. Avril 1814, fin du Premier Empire. 29 mai, décès de Joséphine. 1er mars 1815, le vol de l'Aigle, le retour de Napoléon en France, puis les 100 jours. La défaite de Waterloo contraignit l'empereur à abdiquer une seconde fois. Et dans la nuit du 19 juillet, Hortense a dû quitter précipitamment Paris. Pendant les 100 jours, elle s'était mise du côté de son beau-père et beau-frère. Et donc, elle a été accusée de comploter contre le roi qui avait été rétabli en France contre Louis XVIII. Et donc, pour sauver sa vie, elle a dû partir. Elle a quitté la France. Elle a d'abord été en direction de Genève et de Preny. Mais on n'a pas laissé s'installer. Puis elle a été à Aix-les-Bains. C'était une ville d'eau qu'elle connaissait très bien parce qu'elle y avait séjourné à plusieurs reprises, avant de poursuivre sa route pour s'installer donc à Constance. Et le lieu définitif de l'exil d'Hortense et de Louis-Napoléon, ce sera le château d'Arenenberg, dans le canton de Thurgovie. Et ils vont vivre là, entre les rives du lac de Constance, entre Augsbourg en Bavière et l'Italie en hiver. On peut les comprendre. De 1820 à 1827, le précepteur Philippe Lebas va s'occuper de l'éducation du jeune garçon et lui inculquer les connaissances de base dans pratiquement tous les domaines. Après son départ, Louis-Napoléon poursuit ses études de manière autonome. Mais il lui manque la formation militaire. Il avait déjà commencé celle-ci à Constance comme enseigne dans les troupes du Grand-Duché de Bade. Mais quand les Alliés ont appris ça, ils ont mis un frein à tout ça et il a été obligé d'arrêter cette activité. Et donc c'est à cette époque-là que Dufour et Louis-Napoléon vont faire connaissance. En fait, il y avait déjà eu un contact indirect entre la mère et Dufour. En 1820, Hortense cherchait un précepteur pour Louis-Napoléon et par l'intermédiaire du banquier genevois Henri Hensch, elle avait contacté Dufour.
Napoléon Ier avait été un client du banquier, et c'est possible que Hortense le connaissait déjà, et c'est pour ça qu'elle est passée par lui pour contacter Dufour. La copie de la réponse de Dufour est conservée à la bibliothèque de Genève. Il a écrit au banquier le 30 avril 1820. « Je répondrai franchement et sans détour à la proposition qui m'est faite. Vous savez par combien de liens je dois tenir à mon pays. J'ai reçu un asile protecteur après la catastrophe de 1815. Au moment où ma carrière militaire se trouvant interrompue, je me vis contraint de reprendre les travaux de paix. Je trouvais, au milieu de mes concitoyens, un degré d'estime et de considération que je me croyais loin de mériter. Ils m'ont promu au premier grade, ils m'ont appelé dans leur conseil, ils m'ont confié l'institution et la direction de leur école militaire. Que puis-je rencontrer de plus honorable dans toute autre vocation ? Je vis au milieu de ma famille, entourée de mes proches et de mes amis, partageant mon temps entre les sciences et les travaux pratiques. Je vois mes soins couronnés de succès. Je suis heureux, enfin. Vous le sentez, monsieur, il n'y a que des avantages considérables et la perspective d'un avenir assuré qui puisse me faire consentir à briser tous les liens d'affection et d'intérêt qui me retiennent dans ma patrie pour me charger d'une responsabilité dont je sens toute l'importance. Supposons néanmoins que tout ce qui a rapport aux appointements n'éprouve aucune difficulté, la reine consentirait-elle à me recevoir avec ma famille? C'est là une des bases de nos arrangements, une condition sine qua non. En 1820, Dufour était marié depuis 3 ans à Suzanne Bonneton et père d'une petite fille, Annette. Philippe Lebas prit alors en charge l'éducation de Louis-Napoléon, âgé de 12 ans. Il vint d'abord seul, mais lorsque sa femme put le rejoindre, elle ne vécut ni avec son mari, ni dans la même maison. On dirait que Dufour avait vu juste. 9 ans plus tard, en 1829, Dufour reçoit une première lettre de Louis-Napoléon. Elle est datée du 2 août. « Colonel, ma mère vient de recevoir à l'instant la lettre de M. Saladin qui lui annonce qu'il m'est permis de suivre les cours de l'école de Toul. J'ai reçu cette nouvelle avec beaucoup de plaisir, mais j'ai vu avec peine que la lettre ayant été retardée, j'arriverai sans doute après l'ouverture des cours. Je vous écris donc, colonel, pour vous demander si je puis encore m'y rendre et vous exprimer tout l'intérêt que je porte à profiter des leçons d'un officier aussi distingué. J'attends avec impatience votre réponse et je me mettrai en route dès que je l'aurai reçue. » Le 5 août, Louis reçoit la réponse de Dufour. Le cours est trop avancé, cela ne lui apporterait plus rien. À la grande déception de Louis-Napoléon, bien sûr. Il informe néanmoins Dufour de ses études en mathématiques, en fortification et en calcul différentiel et intégral. Pour comprendre la relation entre le jeune homme et son mentor, il est utile d'ajouter une autre correspondance, celle entre Dufour et sa femme Suzanne. À cause des activités professionnelles de Dufour, le couple était très souvent séparé. Et c'est pourquoi ils s'écrivaient presque quotidiennement et ouvertement sur tous les sujets possibles, qu'il s'agisse de la famille ou de la politique nationale et même internationale. Ainsi, le 11 août 1829, il écrit à Suzanne « J'ai reçu une lettre signée Louis-Napoléon Bonaparte. Elle est, comme le nom te l'indique, du fils de l'ex-reine de Hollande. Il me dit que la lettre de M. Hubert, Louis-Napoléon parlait de M. Saladin, lui il parle de M. Hubert, c'est Jean Hubert, trait d'union, Saladin, c'est la même personne. Il me dit que la lettre de M. Hubert, étant restée en chemin, il craint d'arriver trop tard à Thun, et en même temps il me témoigne tout le plaisir qu'il éprouve de suivre les leçons d'un officier aussi distingué, souligné. Je lui ai répondu qu'il était effectivement bien tard pour venir, puisque mes cours allaient être terminés et qu'il n'aurait que bien peu de choses à voir. Or, cela est vrai. Mais mon principal motif était de ne pas trop l'encourager à venir, parce que je me suis aperçu que cela ne ferait pas beaucoup de plaisir à monsieur le directeur, tant il est vrai que le nom seul d'un grand homme effraie encore quantité de gens. Il est mort depuis 8 ans. Il ne sera ici que comme spectateur.
Cela sera sans inconvénient, ou du moins on n'aura pas la plus petite chose à dire, et moi de mon côté, j'aurai l'avantage de faire une connaissance à laquelle je mettrai assez de prix. Par le grand homme, bien sûr, c'était Napoléon Ier qu'il désignait. Mais ce refus est aussi dû à la situation politique en France, qui est assez instable en cette année-là, et l'année suivante, ce seront les Trois Glorieuses, ce sera le changement de roi sur le trône de France. Mais ce n'est que partie remise pour Louis-Napoléon. Comme d'habitude, sa mère et lui passent l'hiver 1829-30 en Italie et sont de retour à Arenenberg le 15 juin. Dès le lendemain, Louis écrit à Dufour pour lui rappeler son intention de suivre les cours de l'école militaire. Le 5 juillet, il écrit de nouveau à Dufour pour lui communiquer qu'il avait reçu avec grand plaisir la nouvelle que la commission militaire avait bien voulu m'admettre à prendre part au cours de l'école de Thun. J'y serai le 16 ou le 17 du mois. Je vous demande pardon de vous avoir si souvent importuné, car je sais que votre temps est précieux. Croyez que je suis bien reconnaissant de l'intérêt que vous me témoignez et que je serai très content de vous en remercier de vive voix. C'est avec plaisir et empressement que je me soumettrai en tout à la discipline et aux règles établies, car mon seul but est de m'instruire, mon seul désir est de ne me distinguer que par ma bonne conduite. Parallèlement, Louis-Napoléon demande officiellement au gouvernement suisse à Berne l'autorisation de participer au cours. Ce dernier en informe l'ambassadeur de France en Suisse, qui à son tour en informe le ministre des Affaires étrangères à Paris. On voit l'impact d'une telle demande. Et la réponse est: nous n'avons aucune objection à faire à ce sujet, du moment surtout où l'autorisation que sollicite M. de Saint-Leu ne doit lui être accordée que comme un simple particulier et sous la condition de ne prétendre à aucune distinction. Tout est désormais en ordre sur le plan officiel. Louis-Napoléon peut se rendre à Thun et participer au cours. Petite parenthèse, le nom de Saint-Leu vient du fait que sa mère avait été faite duchesse de Saint-Leu par Louis XVIII, et ce nom vient d'un château qu'elle possédait au nord de Paris. Mais son père était aussi comte de Saint-Leu. Dufour raconte sa première rencontre avec Louis dans une lettre à son épouse du 18 juillet. « J'ai trouvé à Thun le prince de Saint-Leu qui m'attendait. Nous avons fait connaissance. Il n'a pas vécu assez longtemps dans les grandeurs pour ne savoir pas se plier à notre manière de vivre. Il s'y est mis en entier. Il est logé très modestement et n'a avec lui qu'un vieux soldat pour domestique et se montre très désireux de travailler et d'apprendre. Il règne sur sa figure un air de mélancolie qui intéresse en sa faveur. » Dès le premier soir après son arrivée à Thun, les deux hommes ont l'occasion de faire plus ample connaissance. Louis passe la soirée avec Dufour, qui m'a accueilli aussi aimablement que possible, comme il l'écrit à sa mère. Le colonel prend le jeune prince sous son aile protectrice, il l'aide à lui trouver un logement. Nous avons pu, lors d'une vente aux enchères, avoir certaines petites choses autour de ce logement, dont ce morceau de tissu qui recouvrait les meubles de sa chambre. Et Dufour présente Louis au préfet de Thun et au directeur de l'école militaire. Dufour et Louis s'entendent à merveille dès le premier contact et discutent comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Depuis 1821, Dufour tient un journal intitulé « Travaux de Thun », dans lequel il note le nom des élèves et les détails quotidiens des cours et des exercices, et même la météo. Et pour l'année 1830, le nom de Bonaparte Louis-Napoléon, volontaire, apparaît parmi les 12 officiers et aspirants de la première division. La seconde partie de la formation à l'Académie militaire consiste en une exploration que tous les officiers et volontaires effectuent à la fin du mois d'août dans les montagnes de Suisse centrale. Et ça aussi, on a pu l'avoir dans une vente aux enchères en Argovie. Ce sont des objets qui ont appartenu à Louis-Napoléon quand il était à l'école militaire de Thun. Une semaine après le début du cours, Dufour écrit de nouveau à Suzanne sur l'attitude de Louis au sein de l'école. « J'ai fait plus ample connaissance avec le jeune Bonaparte. C'est ainsi que nous l'appelons, et j'en suis très content.
Il vit en bon camarade avec nos jeunes Suisses et prend part à tous les travaux. Il est soumis aux appels et à la discipline de l'école. Aujourd'hui, il fait son tour de corvée et s'en acquitte gaiement. 10 jours plus tard, il écrit à Suzanne « Le jeune Bonaparte se conduit si bien qu'il se fait aimer de tous ses camarades. Il se plaît beaucoup à Thun et m'a déjà demandé s'il ne pourrait pas revenir l'année prochaine. Je ferai de bien grand cœur les démarches nécessaires pour lui procurer cet avantage. » Et donc, Louis est complètement intégré. Dufour écrit de nouveau à son épouse « Bonaparte est toujours avec nous. Il fait la reconnaissance et remplace Rougemont comme trompette de la bande. Sur le plan musical, je ne peux rien dire, mais je crois qu'il n'était pas très musical. Enfin, on ne sait jamais. » Ou bien il lui écrit « J'interromps ma lettre que je pourrais reprendre à Thun, parce que Bonaparte nous apporte une omelette à sa façon et qu'il faut nous mettre à table avant de nous mettre en route. » Dufour lui témoignait du respect et même une certaine admiration, et ce sentiment est réciproque. À la fin des cours de Thun, Hortense invite Dufour à Arenenberg. Invitation qu'il accepte malgré le retard de 8 jours que cela lui fait prendre pour rejoindre sa famille. Aujourd'hui, nous visiterons les environs. Demain, nous irons à Constance et par un hasard assez singulier, ce sera le jour de ma naissance. Ce grand événement qui eut lieu il y a précisément 43 longues années, comme il l'écrit à son épouse. Le contact n'est pas interrompu à la fin des cours à Thun et la visite à Arenenberg. Au contraire, une correspondance active s'établit entre les deux hommes. Malheureusement, comme l'a dit Marc, à l'exception de quelques copies, mais c'est vraiment, je crois, il y a 3 ou 4 lettres, cette correspondance n'a été conservée que dans un sens, celle de Louis-Napoléon à Dufour. Il s'agit tout de même de quelques 140 lettres écrites entre 1829 et 1872. Les lettres de Dufour, ainsi que pratiquement toute la correspondance privée de l'empereur Napoléon III, a sûrement été détruite lors de l'incendie du palais des Tuileries en mai 1871. Mais il y a quand même, on ne vit pas sans espoir. Il y a eu des personnes qui sont passées dans le palais des Tuileries et qui se sont servies. Alors on ne sait jamais. L'espoir fait vivre, peut-être un jour on retrouvera encore quelques lettres de Dufour à Louis-Napoléon. Et donc, pour tout ce qui se passe, on ne peut que se fier aux lettres de Louis-Napoléon à Dufour, mais aussi les lettres de Dufour à son épouse. De retour à Arenenberg, Louis met en pratique ce qu'il a appris à Thun. Et il lui écrit « J'ai fait dernièrement ici une fougasse Pierrier. J'avais pour spectateur la moitié des officiers de Constance. J'y ai mis le feu avec une fusée comme à Thun. Tout était fait dans les dimensions exactes, mais les pierres n'ont été lancées qu'à une très petite distance, 40 pas. Je pense que c'est la mauvaise qualité de la poudre qui en fut la cause. » Bon, on peut s'imaginer qu'Hortense n'était pas très heureuse de voir les expériences de son fils dans son beau parc paysager. En Italie, il suit les conseils de Dufour et il rédige un résumé de toutes les maximes militaires qui se trouvent dans les ouvrages de l'empereur et dans ceux de Jomini. Si l'analyse d'un autre ouvrage correspond à mon projet, veuillez avoir l'amabilité de me le faire savoir. Je compte sur votre aimable obligeance et vous prie de bien vouloir joindre également l'ouvrage que vous jugez le plus approprié pour acquérir des connaissances précises sur l'administration d'une armée et les moyens de son approvisionnement en temps de guerre. Les cours de Thun sont devenus des cours par correspondance. Mais Louis a d'autres projets. Pendant l'hiver 1830-1831, il conspire avec la société secrète des Carbonari contre la domination autrichienne en Italie. Il est chassé de Rome, puisqu'il conspire, et il s'enfuit à Florence, où il va rejoindre son frère. Et là, tous les deux vont participer à la révolte. Il y a une épidémie de rougeole qui éclate, et Napoléon Louis meurt le 17 mars 1831. Quand Hortense apprend l'engagement de ses fils et le décès de l'aîné, elle se met en route pour sauver Louis-Napoléon. Et ensemble, ils vont quitter l'Italie et ils vont retourner à Arenenberg en passant par Paris et Londres. Au cours des années suivantes, la correspondance est irrégulière. Toutes les lettres sont envoyées depuis Arenenberg. Et c'est
ce qu'on peut dire, conversation porte sur des événements politiques tels que le soulèvement de la Pologne contre le Tsar de Russie ou alors en Romagne. Dans sa lettre du 17 février 1802, Louis demande pour la première fois à Dufour de lui faire une commission. Voudriez-vous avoir la bonté de me commander chez le bijoutier Bott 2 petits aigles en boutons de chemise, pareils à ceux que M. Pictet lui fit faire pour moi il y a 2 mois. Je ferai rembourser le bijoutier par M. Macaire, auquel il les enverrait par la poste dès qu'il serait fait. Je tiens à les avoir le plus tôt possible. Je vous demande pardon de vous donner cette peine. Au cours des années suivantes, Louis se penche sur des questions militaires dont il discute avec Dufour. En novembre 1832, par exemple, ils évoquent la défense d'Anvers. Cela peut surprendre, mais Louis a lu à ce sujet dans le Mémorial de Sainte-Hélène, une sorte de journal retraçant les souvenirs de Napoléon Ier et rédigé par Emmanuel de Lascaz. Louis reprend l'idée de son oncle pour la transposer à la France. Je pense d'abord énumérer les avantages d'avoir 5 ou 6 grandes places fortes au lieu des 90 que possède la France. Je suppose la France ayant ses limites naturelles. Ces villes seraient non seulement un centre pour toutes les opérations militaires, mais elles auraient encore l'avantage d'être de petites capitales qui diminueraient l'influence de Paris et ne feraient plus dépendre le sort de la France de la prise de sa capitale. Il me semble que les villes les mieux situées pour réaliser ce projet sont Anvers, Coblence, Strasbourg, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux. Ce qu'il y a encore de difficile, c'est de rendre une place forte capable de résister 1 an à un ennemi pourvu de tous les moyens d'attaque. J'ai dans la tête une nouvelle idée exécutable seulement pour les grandes places. C'est de disposer la fortification de manière à ce qu'il n'y ait que 2 ou 3 points, et non fronts, attaquables, de sorte que toutes les ressources de l'art seraient employées pour rendre ces points-là aussi redoutables que possible. Comme le désavantage de la défense ne vient que de la divergence des coups des assiégés, tandis que ceux des assiégeants sont convergents, en donnant au front bastionné un développement circulaire, il n'y aurait que l'intersection des demi-cercles d'attaquables. Ce sont ces points-là qu'il faudrait fortifier avec tout le soin possible. Dufour lui envoie alors son traité sur la défense des places militaires. On peut se demander si Louis a achevé cette étude, car il semble qu'elle n'a jamais été publiée. En tout cas, il a terminé une chose. C'est ce petit chalet en carton, bois, cailloux et allumettes qu'il a construit pour Élisabeth, la 3e fille des Dufour, en 1833. Un projet en chasse un autre, ou plutôt 2. J'aurai le désir d'entrer dans les cadres de l'armée suisse. Je m'adresse à vous pour savoir votre avis et pour vous prier de faire les démarches nécessaires dans ce but jusqu'à mon retour. Je voudrais surtout être officier d'artillerie. Et j'ai même fait un petit château en Espagne qui serait de demander une demi-batterie que j'entretiendrai et que je ferai manœuvrer à mes frais dans ce canton. Il lui faudra patienter 2 ans, mais le 13 juillet 1834, Louis peut enfin annoncer à sa mère, et il est à Thun à ce moment-là, « Je vous écris un mot pour vous annoncer que je viens de recevoir du gouvernement de Berne le brevet de capitaine d'artillerie honoraire. Cette manière flatteuse de répondre à ma demande me fait d'autant plus de plaisir qu'elle me prouve que mon nom ne trouvera de sympathie que là où règne la démocratie. » Toujours les grands mots chez lui. À titre honorifique, car il n'est pas suisse, pas plus qu'après avoir été nommé citoyen d'honneur du canton de Turgovie. C'était en avril 1832. En guise de remerciement, il avait offert au canton de Turgovie 2 canons qui font tous 2 encore partie des collections du musée historique de Frauenfeld. Son 2e projet est un manuel d'artillerie. La première partie sera consacrée au relevé des principaux changements survenus dans l'artillerie en France. La seconde, avec le règlement français du nouveau matériel adopté à la Suisse. Et le 3e, un traité sur le tir, extrait des meilleurs ouvrages et mis à la portée des officiers de ce pays. Il écrit ça le 18 novembre 1832.
Louis et Dufour ont certainement échangé leur point de vue à ce sujet, mais les lettres à ce sujet donc, ont malheureusement disparu. Oui, ils n'ont fait ça que verbalement quand ils se voyaient à Thun. Donc il n'y a rien d'écrit à ce sujet. En 1834, il est de nouveau à Thun et au printemps 1835, il passe 2 mois à Genève avec sa mère en remplacement de l'Italie où ils ne sont plus autorisés à se rendre. Louis écrit ainsi à Dufour le 6 janvier 1835 « C'est avec joie que je pense que dans 1 mois environ, j'aurai le plaisir de vous embrasser et de passer quelque temps avec vous. » Ma mère a loué une maison pour 3 mois. Il s'agit de la maison du Calabri, qui était située au-dessus de la promenade du Bastion. Et en fin de compte, il s'agissait de 2 appartements, un appartement pour Hortense et un appartement pour Louis-Napoléon. Et c'est lors de ce séjour qu'Annette Dufour a exécuté ce portrait de Louis-Napoléon. Je me fais une fête surtout de votre voisinage. Depuis mon retour de Florence, je me suis toujours occupée avec assiduité de mon ouvrage d'artillerie, mais il avance lentement. Cependant, la plus grande partie est terminée. L'ouvrage paraît enfin en 1836. Ainsi, il écrit à Dufour le 18 janvier « Mon manuel est très bien accueilli en France. J'ai reçu directement ou indirectement force compliments de généraux et de colonels d'artillerie. Quand vous me répondrez, dites-moi franchement si on l'apprécie en Suisse. » En effet, son manuel sera utilisé aussi pendant des décennies par l'artillerie. Les années suivantes sont mouvementées. Le 30 octobre 1836, Louis tente son premier coup d'État à Strasbourg. Une catastrophe, après 1 heure, tout est terminé. Le roi de France, Louis-Philippe, préfère ne pas l'enfermer dans une prison et ne pas donner beaucoup d'importance à cette action. Il l'envoie tout simplement en exil aux États-Unis. Mais là, il apprend que sa mère est gravement malade et donc il décide de revenir à Arenenberg où il arrive le 5 août 1837. Dufour écrit à sa femme qu'il est surpris de ne pas recevoir de lettre d'Arenenberg. Quand enfin le 5 septembre il reçoit une lettre, il aurait voulu se rendre immédiatement à Arenenberg, mais il préfère éviter autant que possible que Louis fasse la une des journaux. Et sa visite non plus ne serait pas passée inaperçue dans tous ces médias. Le 28 septembre 1837, Louis écrit à Dufour « Je ne vous écris qu'un mot pour vous dire toute la part que je prends à la perte que vous avez faite. Un malheur semblable va me frapper. Hélas, je ne puis plus me faire d'illusions. Ma mère dépérit tous les jours. Dans une circonstance aussi pénible, il n'y a que l'amitié qui puisse offrir des consolations. Aussi pouvez-vous compter sur la mienne comme moi je compte sur la vôtre. » Le père de Dufour était décédé peu de temps auparavant, le 13 septembre. Hortense décède le 5 octobre dans sa chambre du château d'Arenenberg. Dufour s'y rend peu après. Et c'est sûrement à ce moment-là que Louis peut lui offrir cette paire de mocassins d'Indien qu'il avait rapporté des États-Unis pour son ami. Dans son testament, Hortense a pensé à Dufour et lui laisse un déjeuner en plaqué. Je ne sais pas si ça se trouve dans les collections. Non, il n'y a pas. Mais c'est indiqué dans le texte, dans le testament de la reine Hortense. L'année 1838 est assez intense en termes de correspondance entre Louis et Dufour. Louis s'occupe tout d'abord de l'héritage testamentaire de sa mère. Il supervise aussi les travaux de construction qui ont été commencés dans les 2 châteaux dont il a hérité, Arenenberg et Gottlieb. Il vit tantôt ici, tantôt là-bas. Il fait du patin à glace sur le lac inférieur gelé. Et Dufour lui envoie des objets qui se trouvaient dans les appartements de Genève, des tableaux, des tissus, une pendule. Mais la France fait pression sur le gouvernement suisse pour qu'il expulse Louis-Napoléon. C'est l'affaire du prince. Dufour tente tout pour protéger Louis. Le 24 février 1838, Louis écrit à Dufour. « Mon cousin, le comte Taché, est revenu de Paris où il a vu le roi, donc Louis-Philippe. Celui-ci lui a avoué qu'il ne pouvait me tolérer en Suisse. Je vous avouerai que sous le rapport politique, je ne suis nullement fâché de cette persécution qui aura pour effet de me remettre dans ma position normale. » Le gouvernement suisse charge Dufour de lui soumettre une proposition.
Mais la réponse de Louis est très claire. J'ai été bien étonnée de la proposition qu'on me fait faire par vous, car elle est bien stupide. Si on veut me laisser revenir dans 4 mois, pourquoi tient-on à m'éloigner? Il y a donc évidemment quelque chose là-dessous. D'ailleurs, je suis dans mon droit. J'étais libre de revenir en Europe quand je le voudrais. Je suis revenue appelée par des droits sacrés. Je suis dans un pays où j'ai le droit de citoyen. J'y vis paisiblement et sans idée de recommencer ce que j'ai fait. Qu'on me laisse donc tranquille. La pression de la France sur le gouvernement suisse augmente de jour en jour. C'est presque la guerre. Une des rares lettres de Dufour à Louis est conservée en copie dans les archives. Elle date du 26 septembre 1838. Voilà donc 9 États qui, à ma connaissance, se sont prononcés pour une réponse négative à la note de la France, qui demandait l'expulsion de Louis. Peut-être aurons-nous une majorité en diète. Il est donc probable que vous ne serez point troublés dans votre asile. Malgré cela, et permettez à mon amitié de vous le conseiller, vous aurez une grande résolution à prendre et votre cœur saura vous la dicter. Vous devez accepter une position que vos ennemis vous ont faite et que vous saurez rendre honorable, brillante même, en dépit d'eux. Il faut déployer en cette circonstance toute votre magnanimité. Montrez la bonté de votre cœur et la noblesse des sentiments qui vous animent. Ce sera la meilleure réponse aux calomnies qu'on a répandues sur votre compte. L'occasion est unique, il ne s'en présentera pas une seconde semblable. En fin de compte, entre les lignes, Dufour conseille à Louis de quitter la Suisse. Le 30 septembre, Louis informe Dufour qu'il a fait une demande de passeport pour l'Angleterre, et le 14, il lui écrit que dans 1 heure, il se mettra en route. Son but est Londres, il lui donne son adresse à la banque Baring, où il est joignable. Une ère touche à sa fin. Louis quitte le lac de Constance. Dans la ville, il met en scène ses adieux, comme son oncle avait fait à Fontainebleau le 14 avril 1814, avant de s'exiler sur l'île d'Elbe. Ce n'est que 27 ans plus tard qu'il pourra revenir à Constance et à Rheinenberg. Ce sera en tant qu'empereur. Dans ses lettres, qu'elles soient adressées à Amélie Macaire, la fille d'un autre Genevois, installée à Constance dans la fameuse colonie, une amie d'enfance, où à Dufour il exprime son mal du pays. Si la France est sa patrie, la région du lac de Constance est son chez lui, sa Heimat. En allemand, on a cette différence entre Vaterland, la patrie, et Heimat, qui est vraiment le chez-soi. Tout le monde que j'ai vu ici a été très bien pour moi, mais je regrette toujours notre bonne Suisse, où je me trouvais chez moi, et ça il l'a souligné, tandis qu'ici, malgré toutes les prévenances et distractions, je me trouve toujours étranger, partout. Et comme l'oiseau sur la branche, je suis constamment en l'air. L'idée de pouvoir un jour retourner en Suisse m'est bien douce, mais quand même le ministère changerait, je crois que même dans 1 an, mon retour en Suisse éveillerait des craintes dans les cantons qui me seraient peut-être défavorables. Quand vous m'écrirez, dites-moi dans quel état est l'opinion où vous êtes par rapport à moi. Louis décrit sa vie en Angleterre et rêve de pouvoir accueillir Dufour chez lui. Mais il a toujours le même rêve, la France. Dans la nuit du 5 au 6 août 1840, il tente un nouveau coup d'État. Cette fois-ci, depuis l'Angleterre, à Boulogne-sur-Mer. Et cette fois-ci, Louis-Philippe ne sera plus amused. Mais Dufour n'abandonne pas pour autant son ami. Louis lui écrit depuis Paris le 4 octobre « Comment vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'amitié que vous m'avez témoignée dernièrement et dont j'ai apprécié toute la cordialité par la lettre que vous avez écrite à mon avocat. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai souffert du nouvel échec, mais mais heureusement le procès m'a relevé et au total la défaite s'est changée en victoire, au moins pour le parti et la cause que je représente. Il paraît qu'on me détiendra dans une forteresse. Il n'est plus question d'exil aux États-Unis. Ce sera la forteresse de Ham, dans le département de la Saône, au nord de Paris. Je suis bien coupable de ne vous avoir pas écrit depuis longtemps, depuis que je suis à la citadelle de Ham, car j'ai reçu toutes les lettres que vous m'avez envoyées et elles m'ont fait bien plaisir. J'ai été si touchée des expressions si tendres et si sincères de votre amitié pour moi.
J'ai toujours tardé à vous répondre parce que je n'aime pas écrire à un ami pour ne lui rien dire. Et d'un autre côté, toutes mes lettres sont lues. Je ne puis guère vous ouvrir tout mon cœur et vous dire tout ce qui s'y passe. Cette excuse qu'il ne se passe rien, qu'il n'a donc rien à écrire, va souvent l'utiliser, mais pas simplement pour Dufour, mais aussi pour d'autres amis très étroits qu'il avait. Ham n'est pas un hôtel de luxe et Louis le paiera avec sa santé. Plus tard, il qualifiera ces années comme ayant été l'université de Ham, car il utilise son temps à l'étude et à l'écriture. Et pour cela, il a besoin de l'aide de Dufour. Son prochain projet est une biographie de Charlemagne. Il lui demande de lui recommander un ouvrage où il pourrait trouver des détails sur les armes et sur la tactique, la composition des armées de l'empereur. Cependant, il va abandonner ce projet pour se consacrer à une nouvelle édition de son manuel d'artillerie. Louis est logé et nourri par l'État français, mais pour toutes ses activités, il doit subvenir lui-même à ses besoins. Et pour cela, il demande de l'aide à Dufour, comme par exemple dans sa lettre du 21 janvier 1841. « Je viens aujourd'hui vous prier de me rendre un service. Je veux vendre, comme vous le savez, mes services de vermeil et d'argenterie qui sont à Arenenberg. Je pense qu'un bijoutier de Genève pourrait peut-être en faire l'acquisition. Je vous envoie dans le but la liste détaillée en vous priant d'en parler à quelques grands orfèvres et de lui faire remarquer qu'il y a plusieurs objets qui ont coûté de façon un prix double ou triple de leur poids. Plus tard, il vendra les châteaux de Gottlieb et d'Arenenberg. » Louis écrit à Dufour d'égal à égal et n'hésite pas à lui signaler les erreurs que le colonel a commises à ses yeux. À propos de cela, permettez-moi de vous dire que dans votre traité de tactique, qui est si lucide et si intéressant, comme tout ce que vous faites, vous dites, page 188, que la portée de la carabine est plus grande que celle du fusil à munitions. Or, je crois que ce n'est pas le cas avec les charges ordinaires pour chacune de ces armes. En janvier 1842. Ou bien il y écrit « Je suis toujours très occupé de mon ouvrage dont la première livraison paraîtra dans 6 semaines ou 2 mois. Il s'agit de son étude sur le passé et l'avenir de l'artillerie qui paraîtra à partir de 1846. La note que vous m'envoyez ne fait que me convaincre davantage qu'il n'y avait pas de baliste au Moyen-Âge. Et permettez-moi de vous le dire, vous êtes tombé dans la même erreur qu'ont commise une foule d'écrivains en traduisant les mots latins ballista et ballistari par balliste et ballistère. J'ai une foule de preuves inutiles à mettre ici qui prouvent que toujours au Moyen-Âge, les auteurs latins appelaient ballista l'arbalète et ballistari les arbalétiers. Mais au lieu de vous donner une leçon, ce qui serait l'histoire du maître Jean, je viens vous en demander une. Une lettre du 7 janvier 1845. L'année 1846 marque un tournant. Louis Bonaparte, le père de Louis, qui vit à Florence, est mourant. Louis Junior veut le rejoindre et demande au gouvernement français s'il peut se rendre en Italie, comme il l'écrit à Dufour. J'ignore encore si je serai mis en liberté. Toutes les démarches de mes amis ont été infructueuses. Il ne lui reste donc qu'une seule solution, s'évader de la forteresse de Ham. Il s'échappe déguisé en maçon le 25 mai 1846. Avant même que sa fuite ne soit remarquée, il est déjà en Belgique et de là, il repart pour l'Angleterre où il passera les années suivantes. Louis Bonaparte meurt le 25 juillet 1846 sans avoir revu son fils. Louis vit désormais en Angleterre. Contrairement à son oncle, Louis a toujours trouvé refuge sur l'île britannique où il a été bien accueilli et où il se sent en sécurité. Il continue désormais à se préparer à occuper un poste politique en France, mais cette fois-ci de manière officielle, en se présentant aux prochaines élections. De Paris, le 9 décembre 1848, Louis écrit à Dufour les lignes suivantes. « Demain, la France votera et élira soit moi, soit le général Cavaignac. Dans tous les cas, je ferai mon devoir et j'espère toujours mériter l'estime d'un ami tel que vous. Les élections ont lieu les 10 et 11 décembre 1848 et les résultats sont connus le 20 décembre. Louis-Napoléon est élu pour 4 ans avec 74,2% des voix.
Jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, Louis restera le plus jeune président élu en France. 40 ans et 8 mois pour Louis, contre 39 ans et 4 mois pour Macron. Ça a mis du temps, hein, jusqu'à ce qu'un jeune prenne le poste. Dès le 12 mars 1849, le président nouvellement élu de la Deuxième République écrit à son ami « Mon cher général, je veux vous dire quelques mots d'amitié, vous annoncer que dans peu de jours, je vous enverrai la croix du commandeur comme une preuve de mon amitié et de ma haute estime pour votre si honorable caractère et votre carrière si bien remplie. » Le 25 janvier 1866 suivra le grand cordon, maintenant octroyé par l'empereur. C'est avec un grand plaisir que je vous envoie le grand cordon de la Légion d'honneur, car je sais que personne n'est plus digne que vous de le porter. Recevez-le comme une preuve de ma haute estime pour le vétéran de l'Empire, pour l'illustre général de la Confédération helvétique, et comme un gage de mon affection pour un des plus anciens amis de ma jeunesse. Désormais, la plupart des lettres ne sont plus écrites à la main par Louis, il dicte et fait écrire. Mais il ajoute toujours quelques mots ou quelques phrases à la fin de sa lettre, de sa main. Cependant, elles se font plus rares qu'auparavant, on peut comprendre, il a d'autres choses, il a assez de travail. La roue du destin continue de tourner pour lui. Fin novembre 1852, lors d'un plébiscite, le peuple français se prononce en faveur du rétablissement de l'Empire. Officiellement, le 2 décembre 1852, jour anniversaire du couronnement de Napoléon Ier en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805, Louis-Napoléon devient empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Fin janvier 1853, il épouse l'Espagnole Eugénie de Montijo. Le 16 mars 1856, il devient père d'un garçon, Napoléon Eugène Louis. Il va sans dire que Louis n'a plus beaucoup de temps pour écrire à son ami, excepté pour le remercier de ses vœux pour la nouvelle année et lui transmettre les siens, ainsi que ceux d'Eugénie. Cependant, en 1856, l'empereur est nommé arbitre dans une affaire suisse concernant le canton de Neuchâtel. En effet, de 1707 à 1806 et de 1814 à 1857, les rois de Prusse ont régné sur la principauté de Neuchâtel. Lors du congrès de Vienne en 1815, il est décidé que Neuchâtel continuera d'exister en tant que canton suisse et principauté prussienne. À partir de mars 1848, des rébellions contre la domination prussienne éclatent et des royalistes sont faits prisonniers. Dufour doit envoyer des troupes pour sécuriser la frontière sur le Rhin, près de Bâle. Napoléon écrit à Dufour. « Mon cher général, je vous écris comme un ancien ami pour vous faire comprendre toute la gravité de la situation de la Suisse et pour vous prier de m'aider à aplanir les difficultés et à écarter les dangers. Les vues rétrospectives ne servent pas à grand-chose, il faut prendre la question telle qu'elle est. Le roi de Prusse, qui ne reconnaît pas à la Suisse le droit d'avoir changé sans son assentiment la constitution de Neuchâtel, croit son honneur engagé à soutenir les hommes qui ont voulu rétablir l'ordre ancien des choses. Dans cette situation, il n'y a que la France qui puisse détourner de la Suisse le coup qui la menace, car de quelque manière que tournent les choses, la Suisse y perdra, car elle aura fait d'immenses dépenses pour un bien modeste intérêt. Or, je suis tout prêt à empêcher par mon attitude la Suisse à envoyer des troupes et je me fais fort d'arranger l'affaire de Neuchâtel d'une manière avantageuse pour la Suisse, si de son côté, la Suisse montre un peu de bonne volonté et quelque confiance en moi. J'ai empêché jusqu'à présent que le roi de Prusse demandât directement au Conseil fédéral la remise des prisonniers, parce que le refus étant probable, il n'y aurait plus d'arrangement possible. Mais si la Suisse mettait un prisonnier en liberté, sur ma demande, soulignée, formelle, et remis, pour ainsi dire, le sort de Neuchâtel entre mes mains, son amour-propre national serait sauvegardé et l'affaire s'arrangerait d'elle-même. Si au contraire la Suisse repousse mes propositions et a l'air de dénier mon avis, je ne m'occuperai plus de la question et je laisserai les choses s'arranger comme elles pourront. 24 octobre 1856. Le 26 mai 1857, le roi de Prusse renonce à ses prétentions sur la principauté de Neuchâtel. L'amitié entre Dufour et Louis-Napoléon a joué un rôle important
dans le règlement de ce conflit. Si les lettres se font plus rares, les rencontres vont en revanche être plus fréquentes. Et là, c'est grâce aux écrits de Dufour que nous avons l'occasion de vivre cette amitié entre les deux hommes. En janvier 1849, Dufour est à Paris. Il retrouve celui qui est désormais président de la Deuxième République. Il est reçu au palais de l'Élysée le jour même de son arrivée, le 7 janvier. Le prince vint à ma rencontre et m'embrassa très affectueusement, me demanda des nouvelles de ma femme et de mes enfants. Nous parlâmes du temps passé et des singulières vicissitudes qui avaient amené le prince à la présidence avec un si énorme concours de vote, 3 974 000 voix. Nous fîmes bras dessus, bras dessous, un tour du jardin parlant de choses diverses. Il raconte aussi ses rencontres dans ses lettres à sa femme, comme celle du 10 janvier. J'ai vu le prince plusieurs fois, mais je n'ai pas encore pu avoir avec lui un entretien un peu suivi, tant il est obsédé par les solliciteurs. Ce n'est que le premier jour que, faisant à nous deux un tour du jardin, nous avons pu échanger quelques paroles de vieille amitié. Il m'a demandé de tes nouvelles, et avec intérêt aussi celles de ces demoiselles. Il est toujours le même au moral et au physique, il a fort peu changé. Il se porte bien malgré l'énorme fardeau dont il est chargé. Au cours des jours suivants, Dufour est invité plusieurs fois à l'Élysée. Il décrit son séjour à Paris avec tous les détails dans son journal. Le 16 janvier, nous nous promenons avec le prince dans le jardin de l'Élysée en conversation très intime, bras dessus, bras dessous. Le 18 janvier, il écrit « Nous allons avec le prince visiter les fortifications du fort Valérien. Étant seul dans sa voiture, je puis entamer quelques sujets de conversation. En rentrant, déjeuner à l'Élysée. » Dufour reste 3 semaines à Paris et a rencontré le président, son ami, presque tous les jours. Le prochain voyage a lieu en avril 1852, un voyage privé comme il en fait la remarque. Ce voyage était plutôt d'agrément que pour affaire. Le président est toujours logé à l'Élysée. C'était après le fameux coup d'État du 2 décembre 1851. Il partage alors avec Louis-Napoléon une loge à l'Opéra, mais ce n'est pas encore l'Opéra Garnier. Le 29 janvier peut s'entretenir librement d'affaires, lesquelles il ne précise pas avec Louis, et ils visitent ensemble l'exposition d'objets médiévaux et Renaissance à l'hôtel Cluny, l'actuel musée Cluny. De là, ils se rendent aux Tuileries, où sont aménagés les nouveaux appartements du président, encore en fonction. Dufour mentionne dans son journal « J'ai été ce jour-là 4 heures avec le président ». Louis passe beaucoup de temps avec son ami, lui offre 2 volumes de son ouvrage sur l'artillerie, ainsi qu'un exemplaire relié de sa constitution. Partout, Dufour est présenté comme un ami dévoué, un ami fidèle du prince. Le 30 avril, il visite le château de Malmaison, qui appartenait autrefois à l'impératrice Joséphine, et où Louis-Napoléon a passé des jours heureux avec son frère et sa grand-mère. Le soir du 1er mai, il est invité à un bal aux Tuileries. C'était féerique par l'illumination, l'affluence des personnes et la richesse des costumes. Dufour a régulièrement l'occasion de rencontrer Louis-Napoléon seul et de passer du temps avec lui. Et lorsqu'ils se promènent ensemble, c'est toujours bras dessus, bras dessous. Le 1er juin, ils rendent à nouveau visite à Louis-Napoléon. Visite au président. Nous allons ensemble et à pied, à travers le jardin des Tuileries, visiter les travaux qui se font dans la cour et dans une aile du château. De là au Louvre, où nous entrons quand le public en sortait. Nous nous trouvons dans le couloir au milieu de la foule, cherchant une petite porte de dégagement. Et peu avant son départ, résumant son séjour qui a duré 5 bonnes semaines, il écrit dans son journal le 2 juin « Visite à l'Élysée. Je voulais prendre congé, mais le prince exige que j'aille encore dîner avec lui demain. Il est impossible d'exprimer les bontés qu'il a eues pour moi dans ce voyage. » Le prochain voyage a lieu en novembre-décembre 1852. Dans ce voyage, entrepris pour la demande en possession d'un chemin de fer entre Lyon et Genève, j'ai assisté à l'inauguration du nouvel empire français. Le prince Louis-Napoléon a été proclamé empereur sous le nom de Napoléon III. Je l'ai vu plusieurs fois, soit avant, soit après, à Saint-Cloud et aux Tuileries, et en ai toujours été reçu avec la même affection et la même intimité. À part la liste des personnes rencontrées, parce qu'il devient de plus en plus longue, Dufour ne donne aucune autre information sur ce voyage.
Le prochain voyage aura lieu en 1855, lors de la première exposition universelle française. Il écrit « Déjeuner et dîner avec l'empereur et l'impératrice, soirée dans leur salon. Nous faisons avec leur majesté plusieurs courses en voiture à 4 chevaux. J'assiste en uniforme à la grande cérémonie de clôture de l'exposition. 30 000 personnes étaient réunies dans le palais de l'industrie, 1200 musiciens. Le discours de l'empereur excite un grand enthousiasme, effet magique de l'ensemble. En 1856 et 60, Dufour séjourne de nouveau à Paris en mission diplomatique et de nouveau en 1868. En 1861, la correspondance reprend de façon plus régulière. Napoléon III écrit une biographie sur Jules César. Il a de nouveau besoin de l'aide de son vieil ami. Je m'occupe toujours de mon histoire de César. Vous me feriez grand plaisir de chercher sur les lieux l'endroit présumé où César établit un retranchement de 19 000 pas de longueur, depuis le lac Léman jusqu'au Rhône. Il est évident que ce mur ou ce retranchement devait être sur la rive gauche, puisque César dit que, voulant passer le fleuve à la nage ou sur des radeaux, les Helvètes en furent empêchés par le retranchement qu'il avait fait élever. Peut-être retrouverait-on encore quelques traces dans ce retranchement, puisqu'à Alésia, on connaît mieux ce nom, on a découvert les fossés de César, encore très bien conservés. Je désirerais surtout que sur un morceau de la belle carte que vous avez faite, vous puissiez m'indiquer l'emplacement de ce retranchement. 7 septembre 1861. 2 des 3 volumes paraissent de son vivant, le 3e posthume sous la plume de l'archéologue et officier français d'origine suisse du lac de Constance à Arbonne, Eugène Stoffel. Et c'est lui qui ira toujours sur place et rencontrera Dufour pour ses recherches. Parce qu'il fallait passer par Dufour. Si Stoffel y allait comme ça, on l'aurait pris pour un espion. Et donc, Louis a fait en sorte que Dufour assiste Stoffel pour toutes les recherches. Les années passent, les lettres se font de nouveau rares, et ce sont surtout des remerciements pour les vœux de la nouvelle année. Le 30 janvier 1867, Napoléon écrit à Dufour « J'ai appris avec le plus vif regret la perte cruelle que vous venez de faire. Vous connaissez assez mes sentiments pour vous et votre famille, pour ne pas douter de la part que je prends à votre douleur. Il est consolant cependant, dans un cruel moment, de penser aux amis qui vous restent, et c'est pourquoi je vous renouvelle de tout cœur l'assurance de ma sincère amitié. Suzanne, l'épouse de Dufour, sa chère amie, sa bonne femme, comme il écrit dans ses lettres, est décédée le 26 janvier aux eaux vives. Septembre 1870, c'est la fin de l'Empire. La capitulation de Sedan, Napoléon III est interné à Wilhelmshöhe, près de Cassel. De là, l'empereur déchu écrit à son ami « Mon cher général, votre lettre m'a vivement touché, car c'est lorsqu'on est malheureux qu'on reçoit avec plus de plaisir des marques d'affection. Je pensais bien que vous partageriez mes douleurs. Quant à moi, je supporterais plus facilement l'infortune qui m'a frappée si j'étais seule à en souffrir. Mais mon armée, mon pays, dans quelle triste situation je les ai laissés. Il faut cependant se raidir contre le malheur tout en se soumettant au devant de la Providence. » Sur la nécessité d'avoir des amis dans le malheur, ce sont des mots que Louis-Napoléon écrivait déjà dans les premières années de leur rencontre. C'est d'Angleterre, où il vit en exil, avec son épouse et son fils, que Napoléon écrit à Dufour. Cause, le 30 août 1872. Mon cher général, vous savez combien vos lettres me font plaisir, aussi n'ai-je pas besoin de vous dire l'accueil que j'ai fait aux vœux que vous m'exprimez pour le 15 août. Quoique l'état des choses est peu encourageant, j'espère néanmoins que vous vivrez assez longtemps pour voir notre pays sortir de l'état de confusion et d'abattement où il est plongé. Nous sommes ici au bord de la mer, dans l'île de Wight, où la belle nature nous console de l'inconstance des hommes. Recevez la nouvelle assurance de ma sincère amitié, Napoléon. C'est la dernière lettre qu'il a écrite à son ami après presque 50 ans d'amitié. Et on voit sur le côté droit l'inscription aussi de Dufour, dernière lettre de l'empereur, est mort à Chislehurst le 9 janvier 1873 à 10h30 du matin. Charles-Louis Napoléon, comme il s'est indiqué, meurt donc à Chislehurst en Angleterre
On voit les 4 lieux qui ont été très importants pour lui, mais en haut à gauche, on reconnaît le château d'Arenenberg. Guillaume-Henri Dufour décède le 14 juillet 1875, ici, à Genève. Le lien entre les deux hommes était plus que de l'amitié. Louis-Napoléon a grandi loin de son père, Louis Bonaparte, qui vivait en Italie. Il le voyait lors de ses séjours hivernaux ou quand Louis Seigneur se rendait en cure à Marienbad, par exemple. Il n'y avait pas d'homme dans le château d'Arenenberg. C'était un monde très féminin autour de sa mère. Pendant 7 ans, le précepteur Philippe Lebas a en quelque sorte joué ce rôle de père de remplacement. Mais ce ne fut valable que pour l'enfant. Devenu adulte, Louis ne l'a plus tant accepté à ses côtés. Celui qui l'a remplacé a donc été Dufour. Il a été non seulement le maître, celui auprès duquel le jeune homme a tant appris, mais il a aussi été celui qui l'a soutenu, encouragé, protégé. Louis a toujours su qu'il pouvait compter sur son ami genevois. Pour Dufour, Louis-Napoléon a sûrement été ce fils qu'il n'a jamais eu. Dufour était un homme de famille qui adorait son épouse et ses filles. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Mais si Dufour a été un second père pour Louis-Napoléon, celui-ci a été pour Dufour le fils qu'il aurait aimé avoir et avec lequel il pouvait partager ses passions. Voilà. Juste un petit ajout, puisqu'on a, comme le tout était basé sur la correspondance. Depuis que je travaille à Arenenberg, je transcris la correspondance de Louis-Napoléon. Parce que pour comprendre, pour savoir, pour le suivre, il y a ça. Et les lettres, c'est bien beau, mais si on a tout ça sur un document Word, ça aide. Et j'ai commencé avec la période jusqu'en 1838, donc jusqu'au moment où il quitte Arenenberg. Et avec tout ce que j'ai pu trouver, d'abord toutes les lettres qui sont dans nos collections, mais après j'ai été voir du côté des archives nationales, j'ai été voir du côté des archives Dufour dans la bibliothèque de Genève, et je suis arrivée jusqu'en 1838, un document Word de quelques 300 pages. Et puis après, j'ai continué aussi à rassembler. Et en 2008, un projet a été présenté à Zurich. C'était de la mise en ligne de la correspondance d'Alfred Escher. Et c'est quelqu'un qui a édité il n'y a pas longtemps un livre aussi sur Dufour, c'est Joseph Jung, qui a été l'éditeur de cette correspondance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut pour Louis-Napoléon, et même pour toute la famille. Parce que quand on met ça en ligne, c'est pas fixe comme pour un livre. On peut rajouter tout le temps. Tout ce qu'on peut trouver de nouvelles correspondances, ce n'est pas figé, on peut toujours actualiser. Et ça a mis des années jusqu'à ce que je trouve aussi une maison d'édition, et c'est la maison d'édition de Gruyter Brill aujourd'hui, qui a été d'accord de nous prendre dans son programme. Et on est maintenant à plus de 600 lettres qui sont là-dedans, et donc les lettres de Guillaume-Henri Dufour sont maintenant en ligne. J'avais payé pour avoir les images à une époque des travaux de Thun et aussi de la correspondance, le fonds 166. Mais là maintenant, donc, tout est en ligne. Ouais, c'est magnifique là. Et donc ouvert à tout le monde, voilà, comme aux archives nationales avec le fonds Napoléon. Et là aussi, une grande partie c'est en ligne, donc c'est merveilleux. On peut rechercher, on peut travailler. Sauf que la qualité des images des archives Dufour, c'est un délice, c'est excellent, comparé à ce qui a été fait aux archives nationales à Paris, parce qu'eux, ils ont numérisé les microfilms qui avaient été faits il y a des décennies du fonds Napoléon. Alors parfois, c'est pas très lisible. Là, j'étais à genoux presque devant la qualité des images du fonds Dufour. On y arrive. On y arrive. Voilà. Et là, Guillaume-Henri. Et voilà toute la liste des lettres. Il faut encore qu'il retravaille pour tout mettre dans l'ordre chronologique. Alors
Alors c'est fait comme ça, il y a l'image sur le côté, il y a la transcription sur la gauche, et après il y a des corrections, il y a des indications sur les personnes, si il y a quelque chose qui est indiqué sur un événement, etc., il y a un petit commentaire qui a été rajouté. Et il y a en ce moment, je crois, 135 lettres, une est dans nos collections. Quand même. Mais donc voilà, c'est comme ça que se présente le projet. Et donc il y a les 2 pages. Et donc on peut le lire à côté, la transcription. Et ça, il y a quelques 635 lettres qui sont en ce moment en ligne dans ce projet. Et avec je suis en train de récolter encore d'autres lettres. Il y en a certaines encore, ça c'est le fond 166 que j'ai surtout pris pour cette partie de l'édition. Mais il y a encore quelques petites lettres qui sont réparties dans d'autres fonds dans les archives du four, que je vais reprendre, mettre là-dedans, plus les lettres à Hortense Cornu, qui était une amie à lui, quelqu'un qui était très jalouse du four, parce qu'elle n'acceptait pas que quelqu'un d'autre qu'elle aide Louis-Napoléon dans ses recherches. Alors elle était très très jalouse du four. Et donc je pense que d'ici, au plus tard, début 2026, on tournera autour de 1200 lettres de Louis-Napoléon qui seront accessibles en ligne. Bravo. Et après on va continuer, hein, les prochaines lettres ce sont celles d'Hortense. On va peu à peu comme ça mettre la famille Bonaparte Beauharnais là-dedans, dans ce projet. Mais on peut y mettre du four aussi, il n'y a aucun problème. Avec tout le reste, toutes les autres lettres et tout ce qu'il y a encore du four, il n'y a aucun problème de l'intégrer dans ce projet. Voilà.